Pour Denise, je pense que Denise méritait d'aller où elle est, il y a bien longtemps. Pendant longtemps, on l'a laissé faire. Jusqu'à ce qu'elle a mis le régime en difficulté. Jackie peut ne pas avoir été violé. Ça peut arriver. Qu'il le surfe sur un mensonge, une légende, montée par Denise, qui dans ses diatribes, faisait un mélange incroyable de genres. Elle parlait de tout et de rien. Des sujets sensés et non sensés. Des petits à des hautes personnalités, mélanger un peu de tout. Pendant longtemps, on a laissé faire. Je connais Denise. On a laissé faire et je connais Denise. Jusqu'à mettre en difficulté le régime. Expliquez-vous. Je connais Denise. J'ai travaillé avec Denise. À l'époque, à la primature, avec Bruno Tchibala. Pendant un temps, j'ai été le responsable de son service de communication, disons conseiller, même si je n'ai pas assumé ses fonctions jusqu'au bout. Je suis tombé à l'époque sur une photo de Denise, presque le corps totalement dénudé, autour d'une piscine. Je l'ai convoqué le lendemain à mon bureau. Je lui ai dit, madame, vous travaillez ici pour le Premier ministre. Vous êtes membre du cabinet du chef du gouvernement congolais. Ces photos ne vous honorent pas vous, n'honorent pas non plus l'institution pour laquelle vous travaillez. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Il n'y a rien de plus excitant et de plus beau de savoir qu'au travers de ce programme, nous participons à notre manière à la construction de cette jeune démocratie en République démocratique du Congo qui bat de l'aile en raison de pesanteurs et des accros inhérents à la vie d'un État. Hier, non à la balkanisation, Politico-RDC aujourd'hui s'est imposé comme cette véritable vitrine qui accorde la parole à toutes les obédiences. Ici, vous avez vu défiler les opposants, les hommes du pouvoir ou du régime, les pro-démocratie et les chroniqueurs. Mais contrairement à d'autres numéros, à d'autres émissions, l'émission de ce jour aura une saveur toute particulière parce que nous recevons un mentor, un modèle pour plusieurs de sa génération et même de générations futures, un coach, c'est lui qui nous a accueillis dans ces métiers à Kinshasa sans vouloir savoir qui nous étions exactement. Il a créé les conditions, il a créé les cadres où nous devions nous exprimer ou faire éclater notre talent. Il est bon à l'oral comme à l'écrit, promoteur de Politico, journaliste professionnel. Nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau pour une grande première Jean-Pierre Kayembeta, tout qui nous revient après une semaine d'absence. Comment vous allez d'abord et comment a été votre séjour à Kindu au Maniema? Merci Gédéon pour cette tribune que tu m'offres aujourd'hui. Je souhaiterais te tutoyer. Merci pour ce que tu fais pour Politico. Merci pour la belle intro. Même si je ne suis pas moi-même friand des compliments, coach, mentor, que sais-je, je préfère porter une seule casquette, celle des journalistes. Mais tout dépend de l'opinion que les gens ont sur vous. Pour l'instant, je crois que dans ce pays, les gens aiment beaucoup des titres. Ça me gêne beaucoup quand on m'appelle à la cité. Bonjour DG, c'est trop gênant.
je pense qu'on a plutôt besoin d'être au travail que de s'encombrer des titres. Nous sommes l'un des rares pays où les gens adorent la titrologie. Les gens aiment être vantés. Ils travaillent moins qu'ils souhaitent être vantés. Je suis content d'être ici. Des professeurs le font de mes pensées. Parce qu'il faut admettre que ce n'est pas toujours aussi facile d'inverser le rôle. En tant que journaliste, j'exerce, je suis dans les interviews depuis une dizaine d'années maintenant. Il est toujours aussi aisé de poser des questions que d'y répondre soi-même. C'est avec plaisir que je pourrais me soumettre à cet exercice parce que je dois avouer que ça m'a manqué. La dernière fois que j'ai fait un débat télé, je crois que c'était autour de 2021, 2022. Depuis lors, plus rien. Chaque fois que j'avais un message à passer... Pourquoi vous étiez en hibernation ou vous avez refusé de porter votre voix ou parce que votre opinion dérangeait le régime depuis le départ de Kabila au pouvoir? Est-ce que mon opinion dérangerait, je préfère le conditionnel, dérangerait-elle le régime? Quelle opinion ai-je d'ailleurs? Mais j'ai des raisons. La première, c'est que j'estimais que le débat politique commençait à se vider de sa substance. Il y a eu des débats dans ce pays. Nous avons fait, avec beaucoup de modestie, des grands plateaux. Nous avons appris les techniques de débat aux côtés de grands. Hommage à Mike Mukebai qui est incarcéré aujourd'hui. Nous pensons qu'il doit rester fort mentalement là où il est. Daniel Safou, qui a eu lui aussi des amis, personne ne sait où il se trouverait, et d'autres. Donc vous avez supprimé les débats avec le temps, le débat perdait de sa saveur parce que il y a eu une nouvelle classe de communicateurs. Des gens qui n'ont rien à perdre, qui pouvaient s'invectiver, insulter, toucher de l'argent à la cité pour vilipender les autres à la télé. Peut-être à l'époque où, avec un peu de modestie, on faisait le débat, d'autres nous regardaient. Alors les mêmes venaient, ils vous disaient, on a besoin de re-signer. Parce que moi, j'ai une citation qui m'est propre, qui m'est chère. Je ne suis pas motivé par la gloire et le confort. J'avais décidé, après analyse, de suspendre mes prestations. Mais aussi parce qu'il y avait des confrères qui livraient les autres. Enfin, c'est ce qui avait été dit. Je n'ai jamais été livré par quiconque. J'avais estimé que si j'avais des opinions, parce qu'en même temps que j'avais suspendu mes prestations ailleurs, à Télé 50 ou ailleurs, mais je continuais à émettre mes points de vue ici. À Politicon, avant c'était non à la balkanisation. Parce que je considère qu'à un certain moment, le silence peut être perçu comme une sorte de complicité. Et quand on est indifférent, au regard notamment de ce qui se passe dans notre pays actuellement, c'est une sorte de trahison. Est-ce que n'est-il pas possible, vous, en tant que journaliste professionnel, de faire différemment les choses et de proposer un débat pur qui peut être consommé au sein de l'opinion? Le problème même, c'est même pour ça qu'ici, chez nous, nous organisons de moins en moins le débat. On veut bien avoir un débat, mais il faut que ce soit un débat d'idées. Pas un débat des individus qui viennent à la télé sans background, juste parce qu'ils parlent un peu français, pour venir défendre d'autres individus, même là où ils ont tort. Mais pourquoi cet état de choses? Est-ce que c'est une question aussi d'éducation qui nous manque qui nous manque à nous, Congolais? Éducation politique, éducation civique, et tout ça. Et tout ça, un peu de moralité aussi, un peu de moralité. Et donc, j'avais dit, moi, je ne souhaiterais plus, et ça s'impliquait compris, ça s'opposait y compris à d'autres confrères. Il y a des gens avec lesquels je ne peux pas partager un plateau de télé, parce qu'on se connaît, on sait que tel touche, tel deal avec tel deal avec tel autre. Alors, pour revenir à la question fondamentale, est-ce que mes opinions dérangeaient-elles? Je ne pense pas. Parce que je ne suis pas extrémiste. Je ne suis pas non plus excessif. Je suis quelqu'un de très mesuré, de très modéré. J'ai toujours voulu que chaque mot qui sorte de ma bouche soit équilibré. Parce qu'en journalisme, nous l'avons appris, l'on peut montrer sans choquer.
l'on peut lire sans dénoncer. Le problème qu'il y a maintenant dans cette profession, remplie des moutons noirs, c'est que l'on peut se réveiller matin, s'improviser journaliste. Heureusement, heureusement. Fier Chandel à Patrick Mouyaya, parce que sa nouvelle loi, qui n'est pas encore assez vulgarisée, définit clairement les choses. La nouvelle loi sur la presse. Sur la presse, oui. Pour être appelé journaliste, il faut avoir fait une école de journalisme et être diplômé de cette école pour être appelé journaliste professionnel. On peut non plus ne pas avoir fait une école de journalisme, mais vous devez avoir au moins un diplôme de licence ou son équivalent et avoir exercé dans une rédaction pendant 3 ans pour être appelé aux côtés journaliste, des professionnels. aux côtés des professionnels. Mais combien s'improvisent journalistes aujourd'hui sans formation aucune, ce qui fait que ce métier est ce qu'il est. On espère que le nouveau comité de l'UNPC pourra quand même bien voir les choses afin d'assainir ce métier qui se meurt aujourd'hui, notamment avec l'évasion des réseaux sociaux. En passant, je voudrais, la main sur le cœur, te dire merci pour ce que tu fais. Beaucoup de choses ont changé ici depuis que tu nous as rejoints. Il y a eu des temps où, quand j'étais en déplacement, nos bureaux étaient fermés. Pendant longtemps, nous avions hésité à recruter. Nous avions tenté. Nous avions organisé des circuits fermés. Ça n'a pas marché. Quand vous êtes arrivés ou quand tu es arrivé, les choses sont allées très vite. Et les gens m'interpellent souvent. Ils disent, « Ah, mais ton frère là ». Beaucoup pensent que nous partageons on a des liens, de famille. J'en profite pour en parler librement pour la première fois aujourd'hui. C'est que la seule famille que j'ai en commun avec Gédéon, c'est la famille de l'excellence. Parce que vous provenez d'une école où on doit travailler durement pour mériter la confiance. Mériter sa place. Il faut travailler, mériter sa place. Et donc, Gédéon n'est pas mon frère biologique. La seule école, la seule famille qui nous met en commun avec lui, c'est l'excellence. Et je trouve qu'il est excellent. C'est pourquoi nous avons accepté qu'il intègre notre équipe. Évidemment, il y a des gens qui t'apprécient, qui disent, mais le look, c'est quoi, vous êtes convenus? Ici, nous considérons que passer à la télé, avant tout, il y a une question de présentation. Nous estimons que notre public, on doit lui offrir ce qu'il y a de mieux pour ses yeux. Nous sommes conscients des gens qui nous regardent. Une anecdote, j'étais à un endroit où des gens débattaient et on m'a dit, ah mais tu sais, ta dernière émission, on l'a regardée avec le président. Dit, bon, oui, le président regarde notre chaîne. Et je sais qu'en dehors de lui, bien d'autres regardent notre chaîne. Nous prenons ce que nous faisons ici extrêmement au sérieux. À côté, j'ai d'autres personnes qui me font des remarques. Certains voudraient que tu fasses exactement comme moi. Ah bien, mais non, n'attendez pas qu'il fasse exactement comme moi. Et d'ailleurs, je voudrais qu'il fasse mieux que moi. Il le fait déjà. Nous n'aurons pas les mêmes coups de patte, nous n'aurons pas les mêmes techniques. Il y a d'autres qui nous reprochent même d'avoir le même timbre vocal. Je ne sais pas. Ouais, ça c'est une coïncidence. mais vous savez, moi, la première fois que je rencontre Gédéon, c'est quand j'ai lancé un site internet autour de... Je crois que c'était autour de 2020. Oui. Je crois qu'il m'a écrit sur Facebook, comme tout le monde, qu'il souhaitait intégrer notre équipe. Nous avions demandé à ce qu'il vienne. On a discuté avec lui. Sans le connaître, on lui avait confié la responsabilité de gérer notre site. Donc, c'est quelqu'un que je connais. Depuis, avant cette date, je ne l'avais jamais rencontré. Tout à fait. Après, il est parti et puis il est revenu. Donc, félicitations. Nous allons continuer à tout faire pour que l'opinion mérite ce qu'il y a de mieux ici, parce qu'on est très sérieux. Vous avez parlé du mode de journalisme ou du nouveau journalisme en République démocratique du Congo. Est-ce que vous-même, personnellement, est-ce que vous échappez à cette critique ou à ces critiques qui pullulent au sein de l'opinion? Parce qu'on vous voit très proche d'un camp politique et vous dealez avec le politique. Et à un certain moment, la question que les gens se posent, c'est que vous êtes avec qui? Est-ce que vous dealez avec tout le monde ou vous dealez avec des personnalités qui répondent à votre ligne
ou à vos convictions? Bien. Il y a deux aspects qui entrent en ligne des comptes. Le premier, c'est que je suis d'abord et avant tout journaliste. Aujourd'hui, entrepreneur à la tête d'une petite structure qui rémunère une dizaine de personnes ici. Ne jamais confondre les opinions de Jean-Pierre Kayembe à la ligne des Politicons. Politicons est un espace que nous avons ouvert à tout le monde. Mais, parce que les gens disent, mais pourquoi on ne voit pas tel? Nous n'apprécions pas des gens qui amènent des invectives, qui débordent. Nous n'apprécions pas la médiocrité. Ce qui fait qu'il y a tout un tas de communicateurs qui ne passeront jamais ici. Parce que nous prenons très au sérieux ce que nous faisons. Donc, d'abord en tant qu'entrepreneur, journaliste, je m'ouvre à tout le monde. J'ai des contacts à la fois au pouvoir et à l'opposition. J'ai fait la campagne de Moïse Katumbi. J'ai couvert, je préfère dire ça. J'ai fait des voyages avant avec Délice Sanga. J'ai été avec Matata Pognon. J'ai d'excellents rapports avec Augustin Kabouya, avec d'autres personnes. Donc j'ai des entrées partout en tant que journaliste. Maintenant, en tant que citoyen, j'ai deux opinions. J'ai été proche, je pense que je les suis toujours, de l'ancien couple présidentiel. Je suis quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Dans mes relations sociales, j'aime bien rester fidèle à mes engagements. Je n'ai pas rencontré le président Kabila pendant qu'il était au pouvoir, je l'ai rencontré bien après. J'ai intégré l'équipe de communication de madame, son épouse, juste après le pouvoir. Mais pendant qu'ils étaient au pouvoir, j'avais un discours. Ce discours avait des points communs avec une certaine ligne défendue par le président Kabila. C'est le nationalisme que nous voulons tous. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus au pouvoir, ce n'est pas parce que il s'est passé de trois choses que vous devez leur tourner le dos. Je renie mes opinions. Si c'était à refaire, je le referais. Des gens disent, mais écoute, tu peux défendre aussi le président Tshisekedi. Mais pour d'autres, vous êtes acheté. Bon, et ça, c'est une autre anecdote. Quelqu'un m'avait dit sur un plateau de télé que j'étais acheté. Non, nous n'avons pas tous, nous ne sommes pas tous à vendre. Si j'étais à acheter, je pense qu'on me proposerait mieux. Je pense qu'avec, parce qu'on dit, mais ce sont tes frères, c'est la famille. Non, je ne vois pas les choses sous ces prismes. Je n'ai jamais pris un engagement quelconque avec le président Kabila que je te défendrais, ni avec son épouse. J'ai eu un temps à ses côtés. Je travaillais comme un membre de l'équipe de presse. Jusqu'à ce que je suis parti, il y a eu d'autres raisons. Mais c'est des gens pour lesquels je garde d'énormes souvenirs. J'ai fait le choix d'aider le président Tshisekedi à ma manière en lui disant ce qui ne va pas. Parce que lui-même n'a pas besoin des applaudisseurs. Il a dit besoin des gens qui le critiquent. pas des gens, il a dit qu'il ne comprenait pas que des gens qui sont affamés, qui manquent de tout, se mettent à les louanger. J'ai fait la différence, je voudrais tout le temps lui dire ce qui ne va pas. S'il y a des choses qui vont et que ça mérite qu'on le dise, on le dira. Même si en journalisme on nous dit qu'un train qui arrive à l'heure n'est pas une information. Mais chaque fois que c'est possible, je le ferai. Je ne veux pas être ridicule comme tous ces aînés qui un jour avaient un discours. Certains ont même juré, Kabila ou rien. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien, je n'ai la carte d'aucun parti politique. Mais à une époque, j'avais un discours. Ces discours étaient contre la guerre. Ces discours militaient pour la démocratie. Est-ce que cette philosophie a changé avec l'avènement des politiques? J'ai toujours été contre la guerre. Raison pour laquelle notre première chaîne s'appelait « Non à la balkanisation ». J'ai toujours été contre le néocolonialisme.
C'est le même esprit qui vous caractérise aujourd'hui? Le même. Aujourd'hui, si le président Tshisekedi m'appelait en tant que journaliste pour couvrir un de ses voyages, vous pensez que je n'irai pas? Bien sûr que oui, j'irai. J'irai faire mon travail. Mais si on me dit, maintenant il faut commencer à nous chanter, ça, c'est un rôle que je ne ferai jamais. Là où il y a de l'info, je publie. Là où il y a de la com, vous passez à la caisse, vous payez, on exploite, point barre. Louange, gloire, et tout ça, laissons ça aux autres. Parce que ça, on l'a fait aussi à une certaine époque. Et je pense qu'il est temps maintenant qu'on voit les choses autrement. Oui, je pense que sur cette question, j'ai dit ce que je pensais. Merci. Allez, merci beaucoup pour cette entrée. On va évoluer parce que nous vous avons appelé pour parler, décortiquer l'actu avec votre œil de chroniqueur. Ici, bon, il y a beaucoup de gens qui estiment que la particularité de ces plateaux, c'est qu'on aime les détails. Oui. On va en profondeur et pour donner ce que les autres médias ne disent pas exactement. Alors, avec vous, parce qu'on vous a marqué pendant presque une semaine, on va faire un tour d'actu avec ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. D'abord, on parle de l'affaire Jacques Ndala, qui est l'affaire opposant Jacques Ndala à Madame Denise Dissouchoa, qui est transférée à la prison de Makala après son interrogation ou son audition, bien sûr. Et dans son audition, elle rejette tout en bloc. Elle nie le fait qu'on lui reproche ou elle nie le fait d'avoir commandité l'arrestation de Jacques Ndala. D'abord, votre commentaire par rapport à ça? Bon, je voudrais avant tout exprimer ma solidarité à Jackie en tant que Bantou Kassaïen. Aujourd'hui, être sur le feu de la rampe, que l'opinion apprenne que tu as été maltraité de cette façon-là, en tant qu'époux et père, je pense que c'est des choses que je ne souhaiterais pas recommander, y compris à mon pire ennemi, si ce qui est dit est vrai. Pour Denise, je pense que Denise méritait d'aller où elle est, il y a bien longtemps. Pendant longtemps, on l'a laissé faire. Jusqu'à ce qu'elle a mis le régime en difficulté. Jackie peut ne pas avoir été violée. Ça peut arriver. Qu'il le surfe sur un mensonge, une légende, montée par Denise, qui dans ses diatribes, faisait un mélange incroyable de genres. Elle parlait de tout et de rien. Des sujets sensés et non sensés. Des petits à des hautes personnalités. Mélanger un peu de tout. Pendant longtemps, on a laissé faire. Je connais Denise. On a laissé faire et je connais Denise. Jusqu'à mettre en difficulté le régime. Explicitez-vous. Je connais Denise. J'ai travaillé avec Denise. À l'époque, à la primature, avec Bruno Tshibala. Pendant un temps, j'ai été le responsable de son service de communication, disons conseiller, même si je n'ai pas assumé ses fonctions jusqu'au bout. Je suis tombé à l'époque sur une photo de Denise, presque le corps totalement dénudé, autour d'une piscine. Je l'ai convoqué le lendemain à mon bureau. Je lui ai dit, madame, vous travaillez ici pour le Premier ministre. Vous êtes membre du cabinet du chef du gouvernement congolais. Ces photos ne vous honorent pas vous, n'honorent pas non plus l'institution pour laquelle vous travaillez. Ceci vaut une mise en garde. Depuis lors, elle avait quitté le cabinet. Elle est partie faire autre chose. Mais elle n'avait pas... Elle a quitté le cabinet pour quelle raison? Il y a une autre raison, pas forcément celle-là. Mais si tout ne dépendait que de moi, elle ne devrait pas rester avec nous dans ce cabinet. Si elle ne s'amendait pas. Parce qu'après, elle a continué dans ses affaires, mais elle n'était plus avec nous. Mais elle n'avait pas atteint ce niveau de médiocrité, vous m'excuserez.
Depuis 5 ans maintenant, Denise a multiplié des sorties. Scandaleuse. Depuis 5 ans, elle a insulté, elle a fait dire des choses. Mais comme à l'époque, ça ne concernait que certaines personnalités ou les opposants, on la laissait faire. Ce qui pourrait laisser croire qu'elle jouait un rôle. Qu'elle jouait un rôle et qu'il y avait des gens qui regardaient et qui ont laissé faire. Denise méritait d'être en tôle depuis bien longtemps. Bien longtemps. Récemment, en 2022, elle m'a insulté. Elle a insulté la nudité de ma mère. Elle a mis mon nom, mon numéro de téléphone sur sa page Facebook. Elle a identifié un certain dinosaure, non autrement identifié, et Roger le combattant. Je le salue Roger. Au moins lui maintenant il est un peu plus modéré. Pour qu'il m'appelle, qu'il m'insulte, qu'il m'enregistre et qu'il balance ses voices sur les réseaux sociaux. J'ai été traqué. Ils ont tenté de vous piéger. Pendant 2 semaines. De numéros qui m'appelaient de toutes parts. Ils n'ont jamais pu m'enregistrer pour diffuser et dire quoi que ce soit. C'est un guet-apens quand vous tendez ou parce qu'on voulait avoir votre point de vue pour peut-être... Non, ils t'appellent pour t'insulter. C'est comme ça, ces gens, ils n'ont pas de manière. Ils l'ont fait avec Jean-Marie Kassamba. Ils l'ont fait avec Mama Tchalamouana. Ils l'ont fait avec beaucoup d'autres personnes. Et chez moi, heureusement, ça n'a pas marché. Denise est revenue plus tard demander pardon. Elle s'est excusée. Qui suis-je pour ne pas lui accorder le pardon? Je lui ai dit, parce que la vérité, vous savez, avec Denise, c'est que nous partageons le même territoire. Elle est de Demba comme moi, dans le Kassai central. Elle est venue, elle m'a dit beaucoup de choses. J'ai dit, d'accord, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Mais Denise méritait des pieds, parce que je lui avais dit, Denise, je garde tes captures d'écran. Je porterai plainte contre toi. Ce n'est plus à l'ordre du jour. J'espère qu'il n'y aura pas un OPJ qui va m'appeler pour confirmer ma plainte parce que je n'ai jamais porté plainte contre elle. J'avais pardonné. Donc imaginez qu'elle a fait tellement de mal aux gens. Elle se croyait toute permise. La justice, les services ont laissé faire Denise pendant longtemps. Il fallait qu'elle tombe maintenant sur le cas de Jackie qui expose maintenant, qui met à nu la brutalité. Alors, pensez-vous qu'elle aurait profité depuis longtemps du soutien du pouvoir ou du régime? Je ne sais pas avec qui elle parle, mais je sais que c'est quelqu'un qui a assez de contacts. Elle a assez d'entrées. Elle a assez de contacts. Et tous ces contacts connaissaient quand même ses méthodes de fonctionnement. On l'a laissé faire. Aujourd'hui, quand elle tombe sur l'affaire Jackie, parce qu'elle n'a pas parlé que de Jackie, elle a parlé de notre haut fonctionnaire. Monsieur Niembo, je crois, qui était responsable des Jeux de la francophonie. Isidore Kwanja. Isidore Kwanja, oui. Vous imaginez? Quand on parle des personnages comme ceux-là, et qu'on décrit en détail des traitements inhumains qu'ils auraient subis, des tortures dont ils auraient été victimes, au niveau des services de renseignement, c'est grave, c'est un scandale. C'est un scandale. Ça peut coûter des postes à des gens. Après ces révélations, si elles sont vraies. Et ça tombe au moment où le pays attend décrocher un siège au siège la Commission des droits de l'homme de l'ONU. La Commission des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc c'est scandaleux. Alors, est-ce que tout ceci ne serait pas pour jeter une tache d'huile sur le régime ou encore empêcher le régime à ne pas avoir ses postes? Mais Denise prétend communiquer au nom du président. Parce que le problème aussi, c'est qu'il y a tellement de gens qui s'improvisent communicateurs. Certains vont même très loin pour dire qu'ils sont des communicateurs privés. Personne au niveau du cabinet ne s'est jamais levé pour dire que nous n'avons de contrat avec personne. On n'a jamais dénié cette qualité de communicateur privé à ces individus, sans foi ni loi. Comment on peut expliquer qu'un certain dinosaure continue à prétendre qu'il est le communicateur privé du président? Il insulte, y compris des hauts fonctionnaires, des grands responsables politiques, des chefs de l'administration. Il insulte. Tout le monde sait que ces messieurs insultent. Ils continuent à se présenter comme défenseurs, communicateurs. Personne
ne lui a jamais dénié. Mais cette officiellement, qualité. ils ne sont pas communicateurs. Ils ne Est-ce que le c'est parce sont que ça pas. profite à ce Il est régime important. qu'on laisse faire? Je pense qu'il faut faire une mise au point. Le président n'a pas de porte-parole, il n'a pas de communicateurs privés. Ceux qui communiquent, enfin, ils ont peut-être des liens avec des partis politiques, tout ça. J'ai vu une vidéo récemment des messieurs qui est passé à la télé, qui s'est plaigné parce que depuis qu'il communique pour le président, il est piéton. J'ai dit, mais messieurs, qui t'a envoyé communiquer pour le président? Qui t'a envoyé? Tu as un contrat avec qui? Tu réclames auprès de qui? C'est un peu ça, c'est des ordres qui a régné. Donc, je ne dis pas que ce que Denise a dit est forcément vrai. Je ne dis pas non plus que le témoignage de Jacques Ndala est faux. Mais dans un cas ou dans un autre, pour Denise, on l'a laissé faire et pendant longtemps. Et dans ce il était cas, temps. qui devrait remettre de l'ordre au sein du cabinet du chef de l'État depuis longtemps pour faire taire et D'abord, ne pas, au niveau ne des pas faire services. prospérer cette bêtise? D'abord, au niveau des services de renseignement. Félix Tshisekedi a dit aux gens qu'il avait humanisé les services. Il y a eu Manix qui est ressorti de là, qui disait qu'il mangeait 3 fois par jour. Tant mieux, même si on considère que ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Il mangeait, peut-être, qui sait, qu'est-ce qu'il mangeait, j'en sais rien, mais il est ressorti plutôt en bonne santé. Tant mieux. Il faut davantage donner l'image d'une ANR humanisée. Pas une structure où on torture des gens. Parce que depuis lors, il y a une pluie de témoignages. Les gens peuvent être manipulés. Convergent. Les gens peuvent être manipulés. Les gens peuvent profiter des situations comme ça pour dire des choses. Mais il faudrait que de plus en plus, l'ANR nous donne des signaux positifs de ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait là-bas. Si ces allégations sont vraies, il faudrait que des têtes tombent au niveau de l'ANR. Il faudrait que des têtes tombent. Parce que les gens ne se rendent pas compte que ça, en fait, c'est au président qu'on n'a pas rendu service. J'ai vu quelqu'un qui me faisait réfléchir, qui me dit, mais est-ce que tu as compris qu'on a arrêté telle personne, tel autre, après qu'ils soient sortis de là, ils n'ont plus jamais parlé? Est-ce qu'ils ne sont pas traumatisés? Parce qu'ils auraient vécu. Parce qu'ils auraient vécu. Je n'en sais rien. Je n'ai pas parlé avec ces gens. J'ai pu discuter longuement avec Jimmy Kitenge, qui ne m'a jamais fait part d'un traitement de ce genre. Mais pour d'autres personnes, si c'était le cas, quelqu'un peut se gêner à le dire. Parce qu'on dit, mais pourquoi Jackie a mis beaucoup de temps? Je vais toujours avec 2 hypothèses. Ça peut être vrai. Mais quel plaisir prendrait-il à le dire? C'est gênant, vous n'imaginez pas. Ça peut être aussi faux. Il amplifie sur base de ce qu'a dit Denise. Donc, dans tous les cas, l'affaire Denise doit nous permettre de tirer des leçons de part et d'autre. Au niveau des services, humaniser les choses. Au niveau de la présidence, s'assurer que les choses, quand les gens sont interpellés, se passent très bien. Une leçon aussi pour des communicateurs qui passent à la télé, qui insultent. Qui est nul au-dessus de la loi. Les adversaires du chef, qui les vilipendent, qui inventent des salades. Est-ce qu'on peut imaginer que messieurs, ils sont très nombreux là-bas, qui communiquent pour le président. Ils sont tout le temps dans des affirmations gratuites, des invectives. Un jour, ils peuvent être invités. J'ai suivi un certain Gulit, je crois, il s'est fait appeler pasteur, faire des abominables révélations sur des individus. Malheureusement, il ne sera jamais inquiété. Mais ce qui arrive à Denis doit vous donner des leçons. Que vous pouvez beau communiquer pour le président, le jour où vous allez heurter, jour où tout à bordure, et ces présidents en difficulté, on te livre, tu seras seul. Voilà. Et comment comprendre que des opposants qui sont arrêtés et qui sont détenus dans le géol de l'ANR ou ailleurs, je ne sais pas trop, n'en sortent plus les mêmes? Bien, ça, il faut échanger avec eux. J'ai eu, moi, le temps d'échanger avec Jimmy. Certains traversent et pour d'autres, ils se taisent à jamais. Ben, pas tous. Il y a eu Barnabé Milingagno qui avait été arrêté. Il est ressorti après 3 ans. Il avec a continué à parler. Après la dernière, il s'est tué. Il m'a dit, non, je m'étais parce que je voudrais faire juste un break. Me reconstituer. Je reviendrai, mais bon.
Parce que parfois la famille pense que toi, tu es content d'être arrêté tout le temps. Tu vois, quand on t'arrête, tu peux avoir la détermination, mais à côté, tu as la famille qui se retrouve torturée, qui fait des insomnies, tout ça parfois, hein, il peut céder à ça. Est-ce qu'ils sont arrêtés à tort ou à raison? Et pourquoi vous, vous n'avez jamais été inquiété? C'est parce que vous restez dans le norme et dans le règle de l'art. Ben, je ne souhaiterais pas qu'on m'arrête. je ne souhaiterais pas qu'on m'arrête. C'est-à-dire, vous pouvez continuer à mener votre combat tout en respectant les lois de la République. Je pense que chaque mot que je sors de ma bouche, j'essaie de le mesurer. Je n'essaie pas de dire que dans tout ce qu'on a dit, qu'on est resté totalement sain. Il est peut-être arrivé qu'on dérape, mais que cela ne nécessitait pas que l'on soit interpellé. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas en public. J'ai été interpellé au CESAC. Une fois? J'ai été interpellé à l'UNPC. Au CESAC, l'affaire a été classée sans suite. À l'UNPC, Bahati Lukwebo, qui avait porté plainte, s'était finalement dessaisi. Enfin, avait retiré sa plainte. Parce qu'il estimait que l'action était mal dirigée contre ma personne. Mais en coulisses, nous avons toujours des gens qui nous conseillent sur l'attitude qu'il faut avoir. Nous ne sommes pas au-dessus des lois de la République. Constant Moutamba dit quelque chose le week-end. Bon, je voulais dire qu'on en parle. Que désormais, aucun journaliste ne sera arrêté. C'est créer un boulevard à tout et à rien. Il ne faudrait pas que des journalistes se réjouissent ou qu'ils pensent que maintenant, ils peuvent tout faire. La loi Mouyaya voudrait qu'avant, si un journaliste a commis un délit de presse, une infraction par voie de presse, qu'il y ait réparation. Le droit de réponse vaut réparation. Donc, avant d'aller en justice contre un journaliste, il faudrait passer par le droit de réponse. Mais ne t'en fais pas. Une personne lésée peut toujours aussi aller au pénal. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des magistrats qui n'ont pas aidé la République. À une époque, je me souviens d'ailleurs de ce que disait Mme Mabounda à une époque, qu'on était dans une république des juges. Où l'on pensait que des journalistes étaient des cobayes. Qu'un politicien qui a un peu d'influence pouvait passer un coup de fil et aussitôt le journaliste est mis en tôle. Je pense que dans une certaine mesure, la loi Mouyaya nous protège. Mais la première protection d'un journaliste, c'est lui-même d'abord. Et quand Moutamba dit qu'aucun journaliste ne sera plus arrêté, il se base sur quoi? Non, le journaliste, si tu insultes quelqu'un dans la rue, tu commets une infraction de droit commun, on va t'arrêter. On va t'arrêter. Il insiste sur les infractions, les délits de presse. Le délit de presse. Parce que on sait tous que notre liberté, là où elle s'arrête, c'est là que commence celle des autres. Certains de nos confrères vont très loin. Je n'ai pas à les condamner. Ils font leur job. Nous avons notre méthode ici. C'est d'être le plus modéré possible, le plus conciliant. Parce qu'on ne construit pas dans les extrémités. On ne construit pas avec les extrêmes. Il faudrait qu'il y ait des gens conciliants et qui puissent faire avancer les choses. C'est peut-être pour ça. Je pense que le jour où nous serons peut-être inquiétés, les gens diront, mais pas lui. Pas lui, parce que, oui, j'ai ma méthode de critiquer le régime, de dire ce qui ne va pas. Mais ma méthode, j'y vais parfois avec un peu d'humour. Je trouve des mots qui pèsent. Je m'assure que dans ça, je n'aurai pas exposé l'honneur de quelqu'un. Tout en vous basant sur les faits. Sa personnalité, en ressent sur des faits. Même si la diffamation en code pénal va très loin, on vous dit, ça peut être un fait vrai ou faux. Imputer méchamment à quelqu'un sur la place publique, si la personne citée se sent lésée, peut aller en procès, on va te faire la guerre. Voilà. Merci beaucoup. Et pour le cas pour Jacques Ndala, est-ce que vous pensez que son témoignage peut suffire pour faire clouer Denis Dussochoa? Ben, j'ai vu son avocat dire des choses à la télé. Je n'ai pas encore parlé avec Jackie. Je voudrais qu'il soit jusqu'au boutiste. Je ne sais pas s'il reçoit des messages ou des pressions en ce moment, mais il faudrait véritablement qu'il y ait un procès. Constant Moutamba a mené un dynamisme qui laisse espérer. Je voudrais qu'il y ait un procès et que l'on pose des questions à Jackie. Pourquoi, si on lui demandait de preuves aujourd'hui. Pourquoi il a regardé silence depuis tout ce temps? J'ai dit,
je n'ai pas discuté avec lui, j'étais en province. Il y a deux cas. Soit il se sentait gêné pour en parler, soit il n'a jamais été violé, mais qu'il a surfait sur ce que Denise a dit pour se faire une santé. Tout est possible en politique. N'oubliez pas qu'en politique, la politique, comme on dit, c'est l'art du possible. L'on peut partir d'un fort renseignement pour se faire un buzz, pour se refaire une petite santé. N'oubliez pas qu'on dit en communication politique qu'on parle de toi en bien ou en mal. Le plus important, c'est que ton nom soit cité. Est-ce que ça doit être ça la philosophie ou le principe qui doit être le nôtre lorsque nous sommes en train de reconstruire cette jeune démocratie? Parce que pour plusieurs politiques, tous les moyens, tous les coups sont permis pourvu qu'on parvienne à ces fins. Et ça, c'est la politique. Ça, c'est la politique. Ça ne se fait pas qu'ici. À l'étranger, ça s'est fait aussi. Mais je ne voudrais pas me montrer ici indifférent à l'égard de Jackie ou que je dise que ce qu'il a dit est faux. Non, ce n'est pas à moi de certifier. Je lui adresse toute ma solidarité. C'est ce qui lui est arrivé. Eh bien, vrai, nous allons continuer à mettre la pression pour que des gens qui ont abusé de lui soient identifiés, qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Nous n'avons pas besoin d'avoir une ANR qui fait peur. Nous avons besoin d'avoir un service de renseignement qui soit humain. Pas qu'on sorte de là, qu'on perde tout son honneur, qu'on perde toute sa dignité, qu'on garde des souvenirs traumatisants. Non. Je pense qu'il y a d'autres méthodes que vous pouvez appliquer sans forcément qu'elles ne soient attentatoires à la dignité des gens. Avec la complicité de la régie, on va prendre ces petits extraits de l'audition de Denis Dissochoa à l'ANR. On revient après pour continuer l'émission. Non, non. Moi, je n'ai pas dit qu'il a été violé. Mais je dis qu'il a été violé. Et puis, il a salé ma cambouane. Il a salé. Il a salé. Il a salé. Et combien tu as niveau cette infraction? Non, c'est une infraction. Non, c'est une infraction que le président a signé. Mais c'est des choses allaient loin. Non, ça va juste mesurer. Sauf pour nous, on a fait 4 ans. Dans le pied. Depuis rendre la 2019, on a fait Jean-Pierre Kayembe, au cas où Denise Dissochoa aurait menti, ce qu'elle dit est vrai, quel sort qui va lui être réservé après avoir sali la dignité et la personnalité de Jacques Ndala? Dans tous les cas, ce qu'elle a dit, que ce soit vrai ou faux, elle mérite ce sort. Je ne me réjouis pas que malheur arrive à quelqu'un, mais un tout petit temps, un toll pourrait peut-être aider Denise à se corriger. Comme on dit, les conséquences parfois corrigent mieux que des conseils. Et à un moment donné, elle se croyait qu'elle pouvait tout se permettre. Là, elle dit, non, qui suis l'infraction telle le président Silike Linga. Mais ça aussi, c'est grave. Là encore, ça soulève un autre débat. Pour tout ce qu'elle a fait, elle mérite quand même une petite peine. Même 3 semaines en tôle, elle ressortira, elle apprendra, je pense qu'elle ne reviendra plus jamais. Allez, Maria Toumba, encore une autre TikTokeuse qui fait parler d'elle ces dernières semaines. Elle a été interpellée par la police ou par la justice de son pays. Comment vous appréciez ces mots ce mode de fonctionnement des TikTokers et des TikTokeuses? Non, TikTok est devenu un véritable bordel chez nous. Vous avez des gens qui s'invectivent, qui s'insultent littéralement, sans la moindre gêne. Le cas Maria, je condamne d'abord la brutalité qui a accompagné son interpellation. On l'a vu être présenté les pieds nus. Je pense que quand on vient arrêter quelqu'un, il faut quand même garder un peu de sa dignité. Et n'a pas volé. Parce qu'il y a des voleurs en cravate, documentés par des rapports de l'IGF. Mais en cas de résistance, la police peut recourir à la force. Justement. Est-ce qu'il y a eu résistance? J'ai pu échanger avec quelques témoins qui ont dit que son compagnon aurait opposé résistance. Il a été embarqué lui aussi. Mais le fond du dossier, je crois que le pays a tellement de priorités maintenant que de s'apaisantir
sur une pauvre dame qui fait ce qu'elle a à faire. Dans certaines de ces vidéos, on trouve qu'il y a un problème de dépravation de mœurs. Au-delà de la dépravation, les motifs non, pour lesquels elle est arrêtée. Au-delà de la dépravation, je crois qu'il y a plutôt un problème d'instruction. Il y a un problème d'instruction. Tout le monde ne sait pas que tout ce qu'on peut dire peut être retenu contre toi. Tout le monde n'a pas lu le code du numérique. Tout le monde ne connaît pas qu'on commettrait certaines infractions en débitant tel mot ou tel autre. Maria est devant les caméras il n'y a pas très longtemps. Dans sa vie antérieure, je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais en suivant de près certaines de ses productions, je sens qu'il ignore un certain nombre de choses. Elle apprendra sûrement. Est-ce qu'il faut prendre son cas comme un cas d'école? Essayer quand même de mettre un peu de l'ordre dans sur ces réseaux sociaux. TikTok était devenu... c'est ridicule quand tu fais un tour là-bas. J'ai vu, Maria a eu des années aussi avec le pasteur Walesa. J'ai vu dans une vidéo, Walesa Yakafandao. Et donc, il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de pudeur, il n'y a pas de respect. Comme on dit là-bas, je n'ai pas pénétré le dossier dans le fond. J'espère seulement que justice doit être dite. Si c'était à des fins pédagogiques, elle a autour d'1 million d'abonnés. Je crois que si son interpellation était à des fins pédagogiques, c'est mieux. Ça permettrait aux autres de comprendre que tout n'est pas à dire sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas à montrer non plus. Oui, les bonnes mœurs, quand elles sont attentées, notre code pénal permet que l'on sanctionne. Et si elle s'en sortait avec une peine, avec une sanction, mais ce ne sera pas tout pour résoudre le problème dans ce secteur. Et là, le CESAC doit taper du poing sur la table. Au-delà du CESAC, il y a déjà un code. Le CESAC ne sera pas derrière tout le monde. Je pense que dans un premier temps, le CESAC réglemente beaucoup plus des médias et ceux qui sont dans la communication de façon formelle. Mais derrière ces téléphones et TikTok, il y a tellement beaucoup de jeunes gens qui sont totalement dépravés. Regardez les contenus qu'ils produisent. À un moment donné, tu te demandes si ces filles ont encore des parents. Je me demande bien, au bout de 4 ou 5 ans, quand elles seront mariées, responsables, si elles seront fières de regarder ces est-ce qu'enfin, ils ne reflètent pas l'image de la société? Parce qu'il faut voir, ces gens-là qui sont célèbres aujourd'hui, c'est les DJ Mombo chez les autres. Est-ce qu'enfin, ce n'est pas l'image, le reflet de la société? En fait, nous célébrons la médiocrité. Tu verras qu'il y a une bonne émission qui est tournée ici dans les règles de l'art. On fait entre 20 et 30 000 vues. Mais il y a des conneries ailleurs. Les gens ils font 200 cas. Les gens adorent ça. Mais ce n'est pas pour la première fois qu'un TikToker est arrêté pour avoir débité des conneries. Au Congo-Brazzaville, il y en a eu. En Côte d'Ivoire, un certain... il est des teints foncés comme ça qui avait débité des conneries sur la journaliste, la chroniqueuse Marie-Paul Adjé. Il s'appelle Observateur. Il avait été incarcéré. Donc, si on peut le faire pour donner une leçon à d'autres, c'est pas mal. Je vois des gens qui disent arrêtez Maria, la rendra populaire. Ok? Elle sera populaire, mais si, en sortant de là, elle commet encore des conneries, on va l'inquiéter. Il faudrait qu'on arrive quand même à sanctionner la médiocrité, à lever la compétence. Malheureusement, ici, nous célébrons la médiocrité. Allez. Malheureusement, c'est bien dommage. Il faudra la conjugaison de tous les efforts de tout le monde pour qu'on puisse arriver à l'objectif que nous voulons. Et je crois que l'objectif est atteignable. Et il suffit que l'on s'y mette. C'est possible, mais c'est difficile, mais pas impossible. C'est difficile. Parce qu'on ne va pas gérer. On ne connaît pas les adresses de tous ces enfants qui se dénudent, qui font des conneries. Tu n'imagines pas quel point on a chosifié la femme. Sur TikTok, 7 vidéos sur 10 chosifient la femme. Il y a les rares qui se distinguent, des braves femmes, des hommes qui donnent des infos, qui racontent des belles histoires. Mais 6 à 7 vidéos sur 10 chosifient la femme. Et c'est regrettable. Kabila a raison d'avoir pu regretter, d'avoir pas pu transformer l'homme congolais. Mais s'il a dit lui-même, qui suis-je pour dire qu'il avait tort? S'il a dit lui-même. Bon, est-ce que ça, c'est une question de la mentalité des Aïrois ou c'est peut-être un autre phénomène qu'il faut juste chercher à réguler?
à un moment donné, Ou c'est le revers de la médaille, on a laissé faire. Avec les réseaux sociaux, on a laissé faire. Mais je pense qu'il faut qu'on sévisse un peu. On n'arrêtera pas tout le monde, mais au moins les gens auront retenu que ce que ça liboué, bah, ok. Voilà. Merci beaucoup. Et on va parler du retour au pays de l'ex-First Lady Mamawaro Olive Lembe Kabila, qui est rentrée depuis le week-end dernier par l'aéroport international de Laluano. Nous sommes à Lubumbashi. Elle revient d'où? Pour quelles raisons? Peut-être ces questions seront répondues par notre invité dans son édito de ce jour. Pour quelle raison? De toute façon, il est libre de s'émouvoir. Il est libre de ses mouvements, d'aller et de revenir quand il le veut, sans jamais donner des comptes à qui que ce soit. Je ne connais pas où est-ce qu'elle s'est trouvée. Je pense qu'elle vit toujours ici au Congo. Elle a un enfant ou des enfants qui étudient à l'étranger. Elle peut se permettre aussi un temps de vacances. Je crois qu'après ce qui s'était passé, le saccage de son domicile par la force du progrès, vous avez vu comment certains d'entre eux ont été condamnés à mort. Je pense que c'était un épisode assez traumatisant qu'il fallait... tourner vite, très vite. Oui, bouger un peu, changer des milieux. Et voilà, passer un peu d'air. Et puis revenir. Donc, que je sache, elle n'avait jamais dit qu'elle s'est exilée. Ni elle, ni son mari. Il n'a jamais dit qu'il est en exil. Il est en Afrique du Sud pour des raisons d'études. Je pense que quand... On peut être aussi en exil sans le dire, tout haut. Bon, il ira en exil pour quelle raison? A-t-on aujourd'hui un dossier judiciaire assez ficelé à sa charge? De quoi l'accuserait-on? Mais là, comme ce n'est pas notre sujet, pour revenir sur Madame Kabila qui est revenue, je pense que nous le souhaitons un bon retour. La cohésion nationale dont on a besoin passe notamment par là. Elle n'est pas revenue par Kinshasa, sûrement qu'après Lubumbashi, elle reviendra ici. Elle est libre de ses mouvements. Elle peut partir, revenir quand elle le souhaite. Et nous souhaitons que ce soit le cas aussi pour son mari quand il aura fini sa thèse qu'il aura soutenue, qu'il revienne au pays. Nous avons besoin de lui, de ses services, de sa sagesse, de son expérience. La cohésion nationale, tant clamée par Martin Fayulu en ce moment, passe notamment par là, à voir tous les Congolais réunis ensemble et se battre pour la cause commune. Une dernière question avant de parler justement de l'appel au dialogue lancé par Martin Fayulu Madidi, le propriétaire de Faden House. Quand Mamawaro s'en va, on n'en fait pas d'écho, on n'en parlait pas. Mais quand elle rentre, on en fait, on trouve l'info à donner aux Congolais. Bon. Pourquoi ça? Il faut rappeler quand même qu'elle revient dans un contexte particulier. Elle revient au lendemain de l'interview du président Tshisekedi. N'oubliez pas qu'il avait pointé un doigt accusateur sur son mari, qu'il serait le patron et tout ça. Alors, après ce qui s'était passé à Jelem, certains ont pu penser qu'elle se serait exilée. Et quand on la voit revenir, ce qui marque, c'est que elle revient avec son passeport ordinaire en main. Le passeport bleu. Le passeport bleu, c'est une leçon d'humilité. Et de penser, comme disait son mari, qu'il a une vie après le tapis rouge. Elle a bien le droit d'avoir un passeport rouge. Un passeport diplomatique. Pourquoi ne l'a-t-elle pas? A-t-elle exprimé le besoin et qu'on ne le lui a pas donné? Mais dans tous les cas, elle est citoyenne congolaise, elle peut avoir son passeport bleu, sans chercher à Mataboye et tout ça. Quand elle arrive, j'ai pu faire quelques voyages avec elle. Elle prend toujours des vols commerciaux. Et parfois, elle est à la classe éco avec tout le monde. Elle ne se met pas au salon d'honneur. Elle vient au salon commercial avec tout le monde. Quand le temps d'embarquer arrive, elle embarque. Et je pense que c'est une leçon pour nous tous, qu'on peut avoir été aux affaires, qu'on peut avoir bénéficié des privilèges, mais mandat à l'État ici, là.
Et il faut garder ses deux pieds sur terre. Que ce qui m'a ici dit que tu recouvres ta vie ordinaire. Elle, tout comme son mari, j'ai vu à son dernier déplacement de Lubumbashi, il avait pris CA. Il est passé par le salon, par là où tout le monde passe. Il a salué les gens, il est parti. Je crois qu'il ne faut pas Kobimissango comme voilà, des cas spécifiques. Non, c'est normal, la vie doit se passer comme la compagnie aérienne. La compagnie aérienne, c'est-à-dire avoir une compagnie, une société. Mais il n'a pas d'avion. Ah oui, oui. Ou une société, parce que... Mais si elle avait d'avion, on l'aurait su. On voit avec la première dame déjà avoir... c'est long, c'est ce qui se raconte. Non, je ne certifie pas des choses pour lesquelles je n'ai pas d'informations. Tout le temps où j'ai été aux côtés de l'ancienne première dame, nous avons toujours voyagé avec des vols, on a toujours pris des vols commerciaux, CAA, Congo Airways ou d'autres. Donc, et là, je suis au courant de... Elle n'a pas lâché un mot parce que, sur des sujets sensibles, parce que comme elle sait toujours le faire depuis longtemps. S'il avait parlé, et là, on a un sujet sensible, c'est les dialogues. Si elle avait parlé, on l'aurait su. Elle est habituée à faire des pics. Si elle avait parlé, on l'aurait su. On s'est contenté des photos qu'on a vues sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Personnellement, j'étais content qu'elle soit de retour, qu'elle retrouve son pays et qu'elle continue à le servir parce que les gens ne savent pas que beaucoup de tomates que nous consommons ici à Kinshasa, le pondou, les matembele, ça vient de Kingakati. Beaucoup ne le savent pas. Donc, Kingakati approvisionne autour de 40% la ville de Kinshasa. Alors, quand tu n'es pas là, il est possible que les choses ne se passent pas comme il se doit. Il faut qu'elle revienne, qu'elle supervise elle-même ses affaires. Elle n'est pas politicienne. Elle ne fait pas de la politique? Elle n'a jamais dit qu'elle faisait de la politique. Pensez-vous qu'elle serait une bonne politicienne? Sa seule politique, ou même un bon dirigeant? Travailler pour le ventre des Congolais. Je crois qu'elle fait la politique agricole. Serait-elle une bonne politicienne ou pas? C'est à elle de décider. Mais je pense qu'elle n'est pas aussi médiocre. Je pense. Est-ce qu'elle ferait un bon président? Pourquoi pas quand on a réussi dans ses business personnels? Je crois que ses business sont assez florissants. Je pense qu'avec un peu de discipline, elle peut faire mieux. Voilà. Peut-être bien mieux que son époux. Mais toutes les fois que nous avons évoqué cette question, elle m'a toujours dit que ce n'était pas ça, son credo. Elle n'était pas intéressée par ça. Parce que la politique a des codes, la politique a des coups bas, parfois l'envers du décor. Ce n'est pas toujours aussi facile. Pour avoir été première dame pendant des années et lancer quelque chose, est-ce que c'est ce qu'elle voudrait? Je crois, la dernière fois que moi je l'ai rencontrée, c'était il y a peut-être une année maintenant. Je crois que ce n'est pas le cas. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va évoluer. On parle du dialogue. Vous avez été à Kindu. Et l'ancien Premier ministre, Matata Pognon, a donné son point de vue. D'abord, on va parler de ce qu'il fait. On voit un Congolais qui met tout ce qu'il a au service des autres, de sa communauté. Pour la première fois, on aura des ingénieurs civils qui sont sortis fraîchement de l'université de Mapan, de Kindu. Comment d'abord vous avez vécu votre séjour et comment vous avez vécu ce qui s'est passé à Kindu et votre appréciation quant à ce? Bien, je crois que j'ai toujours eu un profond respect pour M. Mapon. Il m'a inspiré depuis qu'il était à la primature. Le look que j'arbore aujourd'hui m'a été inspiré par lui. À la seule différence que lui mettait la cravate rouge. Comme la mienne. Oui. Moi, je fais l'inverse. Dans une société où les gens adorent s'habiller, changer des couleurs, montrer qu'ils s'habillent, un Congolais a fait le choix d'avoir une seule couleur. Parfois, vous ne savez pas s'il a changé de costume ou c'est le même. C'est symbole de rigueur, de sérieux, d'excellence. Là, il m'a inspiré. Mais par-dessus tout, des gens qui l'ont côtoyé à la primature nous disaient que Matata recevait les gens à 6h20. À 5h moins, 6h moins 10. Je crois que ce pays a encore besoin des gens qui bossent. Après le pouvoir, tout ce qu'il a pu avoir comme ressources, il s'est sûrement servi aussi de son carnet d'adresse? De son carnet d'adresse parce que l'université de Kindu, enfin l'université Mapon,
est une propriété de la fondation. La fondation a des bienfaiteurs qui sont des entreprises et des particuliers. Combien d'entreprises ont soutenu des projets d'autres personnes et ces projets ne sont jamais allés jusqu'au bout? Quand vous voyez l'université Mapon, vous êtes fiers d'être au Congo. Et parfois, vous vous demandez si c'est toujours à Kindu. Et à ce voyage, ce qui m'a marqué, c'est que je sais que M. Mapon n'aime pas les gens qui l'adulent. Hein, il n'aime pas les éloges. Mais je le dis parce que même si chez lui, on le considère comme un petit dieu. Ben, il a sa notoriété. Je crois qu'il est imbattable là-bas. Il n'a pas besoin de battre campagne. Il a fait beaucoup de choses. 7 ans après, l'université a toujours aussi des allures neuves. Tout est toujours aussi en place. La pelouse, bien entretenue. La maintenance est assurée. Assurée. Et d'ailleurs, au dernier voyage, il a fait virer un des responsables parce que, en passant derrière un bloc, il a trouvé que la pelouse n'était pas entretenue. Voyez-vous? Pour faire ça, il faut avoir une vision et connaître ce qu'on veut. 7 ans après, l'université Mapon a largué ses ingénieurs civils. Avec une particularité, parce qu'ils sont bilingues. Certains ont défendu leur mémoire en anglais. Nous étions là. Nous avons pris les images. C'est formidable. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, tout ce qui s'est fait dans la technologie, si tu veux bien comprendre les choses, c'est en anglais que c'est fait. Alors, il faut s'adapter. Je crois que l'université Mapon a fait s'est distinguée. Je crois que c'est la première fois qu'on a dans ce pays des ingénieurs civils bilingues qui viennent de Kindu, où ils ont suivi une formation rigoureuse. Figurez-vous qu'ils ont commencé, ils étaient à 350, 45 ou 50. En première année de recrutement, en pré-polytechnique. Ils ont fini à 31. Vous imaginez quel degré de sélection? Les plus tenaces ont tenu et sont oui, allés jusqu'au bout. Il fallait tenir. Des 300, ça veut dire qu'au finish, 7 ans après, il n'y a eu que 10% de ceux qui avaient été inscrits en préparatoire qui ont fini. Donc, à part les ventes, le leadership de l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo, est-ce que peut-on dire que ces leaderships-là est observable, on peut le voir à travers tout ce qu'il est en train de mener comme action? Moi, je vois les actions. Je crois que c'est ce qui compte, parce que parfois les actes valent mieux que les discours. On dit, mais il a construit une université privée. Mais avant de construire l'université privée, il a construit et réhabilité l'université publique de Kindu. Il a réhabilité aussi l'université de Lubumbashi, l'université de Kinshasa. L'université de Mbujimai a reçu également. Il a construit l'université de Mapon, c'est avec l'aide de la fondation Mapon. L'argent des partenaires. Oui, avec l'argent des partenaires. Il a pu participer lui aussi. J'ai eu la chance à ce déplacement de visiter les tout petits. Parce que maintenant, à Kindu, tu peux commencer l'école primaire à l'école Mapon et terminer. Maternelle, primaire, secondaire, université. Au même endroit. Et j'ai vu comment chaque jour, 1500 élèves vont à la cantine, au réfectoire. Ils mangent tous les jours. Tous les jours, 1500 gamins qui sont inscrits là-bas vont manger gratuitement. On imagine. Ça fait plusieurs années que Matata n'est plus Premier ministre. Parce que le problème ici, comme je l'ai dit aussi pour Mama Oli, et quand on parle que c'est avec l'argent de Bukandalozo, c'est un faux débat. Je n'entre pas dans ces débats juridico-politiques. Je n'entrerai pas dans ça. Matata a-t-il volé ou pas? Ce n'est pas à moi de les juger. Je sais qu'il a toujours clamé son innocence. Mais moi, je vois ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il y a des enfants qui étudient là-bas, gratuitement, qui ont un repas à midi. D'autres ne mangent même plus à la maison parce qu'ils ont dû. Vous allez à l'université dans un cadre acceptable, aéré, avec des matériels modernes, des professeurs qui viennent de partout, de l'Afrique, de l'Europe, du Canada. Vous n'avez rien à envier. À Kinshasa, vous avez des auditoires bondés.
Alors pour les restes, j'ai vu ce qu'il a fait à Kindu, le macadam, l'électricité et tout ça, détruit aujourd'hui, personne n'entretient, ça fait parfois mal. Je me dis, ceux qui veulent qu'on nationalise l'université Mapone, si on les faisait aujourd'hui, au bout de 2 ans, il n'y aura plus rien là-bas. Mais dans tous les cas, je ne suis pas juge. Il a continué à clamer son innocence. J'espère qu'il l'est, parce qu'il dit lui-même qu'on lui fait la peau parce qu'il n'a pas voulu intégrer l'union sacrée. Ça, c'est son affaire. Il était technocrate, il est devenu politique maintenant, il s'assume. Moi, je suis factuel. Je parle de ce que j'ai vu. Je m'arrête là. Voilà. Que peut-on dire de plus que lui souhaiter bon vent, qu'il continue sur la même lancée? Pour le dialogue, on a fait une émission. Profite. Je fais une émission avec lui. L'émission est en ligne avec notre confrère Louis France. Ce qui est au sujet du dialogue, il nous a dit ouvertement qu'il n'était pas contre, qu'il n'était pas pour non plus. Mais dans tous les cas, il souhaitait que le jeu soit ouvert, qu'il soit sincère et que l'on arrête l'acharnement qu'il y a notamment sur sa personne. À ce moment-là, il peut. Il est disposé à donner un coup de main au président Tshisekedi. Il ne les cache pas. Il est disposé. Mais il pose ces conditions que le pouvoir ne remplit pas. Comme l'a fait l'ensemble pour la République. Ça, c'est son point de vue. Et quel est votre point de vue sur ces sujets au sujet du dialogue et du changement de la Constitution? On prend votre point de vue sur le dialogue. En Afrique, se parler ne devrait pas poser problème. Tout dépend des thématiques. On va se parler avec qui? Autour de quoi? Et quelles valeurs juridiques auront les recommandations issues de ces dialogues? Parce que les mêmes qui essaient de dialoguer aujourd'hui ont été ensemble dans une certaine mesure, dans une autre vie, à une certaine époque. Martin a été avec Félix. Moïse, il n'y a pas longtemps. Kabila avait été avec Félix. Et tous. À la différence qu'au tout début, le premier dialogue qu'on a eu, c'était des gens qui n'avaient jamais travaillé avec Kabila. Les José Makila Soumanda, les Jean-Lucien Boussa, l'UDPS et j'en passe le meilleur. Mais là n'est pas le problème. Le problème maintenant, c'est d'identifier les acteurs, les parties prenantes. Au-delà des parties prenantes, nous allons dialoguer pour quel sujet? Est-ce que la mésentente entre politiciens empêche notre armée à se battre au front? Je ne pense pas que ce soit ça le cas. Est-ce que le fait que Katumbi et Kabila ne soient pas dans les institutions empêcherait notre président de marquer le pas, de changer les conditions de vie de notre peuple? Je ne pense pas. Mais si nous pensons que c'est ça, définissons les jeux. Comme Maître Hervé Diaké l'a dit ici, arrêtons de penser que, comme le dit Martin Fayoulou, que le dialogue n'aboutirait pas au partage des postes. Toutes les fois que les politiciens se sont rencontrés ici, on finit par là. Mais pour le camp Fayoulou, il est question de la cohésion nationale. Et l'un des moyens pour y arriver, c'est le dialogue. Ça passe par le dialogue. Il faut que ça passe par le dialogue, pourvu que... Il faut donner un contenu à ce concept cohésion. Qu'est-ce qu'on entend par cohésion? À quel niveau la cohésion a un problème? Il faut donner du contenu à ça. C'est vague, la cohésion nationale. On veut dire que dans ce pays, qu'il n'y aura jamais d'opposition. C'est ça qu'on veut dire? Qu'on n'aura jamais d'opposants? Que pour que la guerre finisse, il faut que tout le monde soit de l'union sacrée ou qu'il y ait un gouvernement d'union nationale? Non, je pense que... La cohésion nationale, c'est se mettre d'accord sur la trajectoire que doit prendre notre pays. Nous avons donné un mandat à quelqu'un pour 5 ans. Laissons-le, si tout ne dépend que de moi. Laissons-le travailler, terminer son bail et qu'il s'en aille. Maintenant, je sens, il y a une autre question qui s'élève sur le changement, où d'autres vont très loin pour dire qu'il faut carrément, au lieu de modifier, mais plutôt changer carrément des constitutions. C'est là que je vais rappeler ce que le président Tshisekedi avait dit lui-même, qu'il ne ferait pas plus
de 2 mandats. Rappelez que l'UDPS et les autres oppositions se sont battues dans ce pays pour que l'on ne touche pas à la Constitution. Mais je ne souhaite pas emprunter les mots de politiciens. Notre Constitution est révisable. Elle est révisable. Toute constitution dans le monde prévoit des mécanismes de sa révision. Pour un si jeune État, nous pouvons nous les permettre. Mais ces pactes républicains contient des dispositions qualifiées d'intangibles. Est-ce que les gens réalisent ce qu'on appelle, ou ce qu'on entend par intangible, l'intangibilité? Ce à quoi on ne peut pas toucher, quelles que soient les circonstances. Par contre, il y a des dispositions qui peuvent être retouchées. Il y a beaucoup de dispositions dans notre loi fondamentale qui peuvent être retouchées. D'où il faut parler de la révision et non du changement. On peut réviser, mais le problème maintenant, c'est l'intention de ceux du camp des révisionnistes. C'est quoi leur vraie intention? Ils n'arrivent pas à nous dire ouvertement ce qu'ils voudraient qu'on fasse. Non, le problème c'est que quand le gouvernement arrive, enfin, l'Assemblée nationale est mise en place, on met beaucoup de temps pour identifier la majorité. Est-ce que ça tient debout? Je trouve que ces discours-là ne tiennent pas debout. Mais Denis Sessang avait suggéré en son temps une révision dans ce sens pour faire en sorte qu'aussitôt qu'on a les élections législatives, qu'on a les résultats, qu'on puisse savoir qu'une majorité se dégage rapidement, on a le Premier ministre, on avance. On met beaucoup de temps parce qu'on est dans le calcul politicien. Le président est en place, ça va faire 1 année maintenant. Est-ce qu'on a nommé des mandataires dans les entreprises publiques? Est-ce que c'est la Constitution qui l'empêche? Je pense, honnêtement, que ce débat politicien ne nous avance pas. On peut retoucher quelques articles, je dois relire pour comprendre lesquels peuvent être retouchables. Je pense même qu'il faut aller même très loin pour supprimer le Sénat. À un moment donné, je pense qu'il ne nous sert à rien. Supprimer le Sénat, même les assemblées provinciales. Mais si, parce que si on demandait mon avis, moi, c'est des dispositions que je propose. Si on supprime le Sénat, à ce moment-là, que deviendrait l'ancien chef de l'État? Parce que là, ils sont sénateurs à vue et quel statut va-t-on encore leur accorder? Son statut, il est honorifique. Son statut, il est honorifique. Mais pour faire des économies au pays, on ne va pas dire non, parce que si on fait ceci, ça va avoir des implications, de l'impact sur telle personne. Ici, nous parlons plus pays. Vous voyez un peu ce que j'essaie de dire. Donc, si on demandait mon avis, on supprimerait le Sénat, on supprimerait les assemblées provinciales qui sont inutilement budgétivores. On supprimerait ça. On supprimerait d'autres dispositions ou on les améliorerait. Le Conseil national économique... Il y a tellement de structures budgétivores inutiles qu'il faille supprimer. Mais si ça touche, si ça implique, si ces dispositions sont intangibles, ce qui n'est pas le cas, ou parce qu'il y a des dispositions, quand vous les révisez, je crois notamment avec la loi sur la dernière révision de 2011, a laissé un champ libre sur la question des magistrats rattachés au parquet, quelque chose comme ça, qui a continué à avoir des problèmes, d'où une réforme que Moutamba est en train de proposer. Donc, si ça touche aux dispositions intangibles, on n'y touche pas. Mais dans tous les cas, le président Tshisekedi sait que ce débat ne va pas l'aider. Ce débat ne va pas l'aider. Et il faut qu'on arrête de penser que quand on a le pouvoir, il faut l'exercer à vie. Regardez les pays où les dirigeants ont mis beaucoup de temps. Ces pays ont un problème de développement. Regardez le Congo-Brazzaville. Regardez avant au Tchad. Regardez tous ces pays. Gabon. Le Gabon. Il y a un problème de développement. Quand on change de régime, on laisse respirer. Regardez les pays d'Afrique australe. Ces pays ont une apparente stabilité. Parce que là, quand même, l'on respecte la limitation. J'ai entendu quelqu'un dire, non, il faut passer de 5 à 7 ans. Ah, papa, qu'est-ce qu'on n'a pas fait en 5 ans qu'on ferait en 5, en 7? Pourtant, la tendance ailleurs est de baisser, de revoir à la baisse. Au Sénégal, on était à 7 ans. Macky Sall l'a ramené à 5. Pourquoi ne pas ramener ça à 4? Le président américain qui fait 4 ans. Et ici, on dit qu'il faut plus de temps pour un chef de l'État. Les gens qui disent ça, ils n'aiment pas imposer sa vision. Nous avons déjà une cohésion
fragile, encore qu'on ait la même conception sur les termes cohésion. Et agiter un sujet comme celui-là, les Congolais sont attachés à deux choses, à leur constitution et à l'intégrité du territoire. Touche à l'intégrité du territoire, tu verras les Congolais. Touche à la constitution, tu verras les Congolais. Donc, laissez le président Tshisekedi faire son mandat, terminer et s'en aller. J'ai vu un grand frère André Atundu qui dit il faut carrément changer. C'est son opinion à lui. Mais monsieur le président, figurez-vous que tous ces gens qui vous disent aujourd'hui qu'il faut changer la constitution sont les mêmes qui ont failli entraîner l'ancien président sur cette voie. Kabila a été aimé dans ce pays. Les choses ont commencé à vers 2016. Vers la fin. Vers la fin. Au soir de son mandat. Quand on n'a pas organisé les élections. Et je pense que s'il y avait eu élection en 2016, probablement que son dauphin serait passé. Monsieur le Président, vous avez fait votre temps. Partez. Terminez calmement votre mandat. Moi, je suis contre la rébellion du M23. Je suis contre l'AFC. Je pense qu'il faut laisser la chance à la démocratie. Ouais. Faites votre temps. Préparez la sortie. Organisez-nous les élections. Partez. Ne cédez pas aux sirènes de ces corbillards politiques. Merci. Ne cédez pas, s'il vous plaît. On voudrait savoir ce que vous pensez de la gouvernance actuelle et depuis l'arrivée du chef de l'État Félix Tshisekedi Antoine au pouvoir, qu'a-t-il fait de mieux? C'est une question très difficile. Je crois qu'une partie de la réponse à la question proviendrait de son propre pasteur, le pasteur Roland Dallot, qui a dit en son temps que le Congo n'atteindra pas son âge d'or avec Félix Tshisekedi. Mais par-dessus tout, ce que j'attendais de Félix Tshisekedi, c'était que sur sa gouvernance, qu'on n'ait pas des prisonniers d'opinion, ni des prisonniers politiques. Hier, quand on arrêtait des politiciens, même quand ils avaient commis des infractions de droit commun, l'opposition disait non, c'est des prisonniers politiques et personnels. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont arrêtés. Les services, la justice ou les partisans trouveront des mots pour justifier. Avec un peu de recul, je pense que je me sens un peu déçu parce que je voyais Félix Tshisekedi sortir de l'un des plus grands partis qui pendant longtemps a milité pour l'avènement d'un véritable état de droit. Il y a un goût de l'inachevé de ce côté-là. Je pense que des mesures comme celle portant la gratuité de l'enseignement, Joseph Kabila avait déjà commencé le projet qui avançait graduellement dans certaines provinces. Le président est venu, il a généralisé ça. L'idée est très bonne, mais je crois qu'on aurait pu inverser les choses, commencer par préparer les infrastructures, la mécanisation des enseignants. Il y a à boire et à manger dans l'application de la gratuité de l'enseignement. Et je crois que certains parents qui ont peut-être un peu de moyens ont envoyé leurs enfants dans les écoles privées. Mais l'idée était excellente. Mais il fallait qu'elle soit suivie, accompagnée. À la rentrée, on a vu un communiqué du ministère de l'Éducation s'est félicité d'avoir ajouté 5 000 francs sur la rémunération des enseignants en termes de prime de la gratuité. 5 000 francs, c'est dérisoire. J'ignore après ça, combien touche-t-il? Les enseignants réclamaient 500 $. Aujourd'hui, ils sont à combien? Combien sont-ils mécanisés? Je crois qu'il y a eu des projets, pas mal. Au finish, tous les projets initiés par le président, s'ils avaient été bien exécutés, on serait très avancé. Des projets comme Tchilégelou, vous avez vu ses propres conseillers être hués chez nous en Mbujimaï parce que accusés de détourner ou de détournement. PDL 145 territoires était un projet faramineux. Donc on n'a connu que des projets qui ont connu leur début d'exécution et après c'est... PDL, on a vu quelques photos ici et là
d'un bureau de territoire et tout ça. Mais nous recevions ici le sénateur honoraire Denis Kambaye, qui a dit que dans le Kasaï, PDL 145, c'est du bluff. Il y a eu des fondations qu'on a posées, plus rien. Et je crois que ce que le président devait faire, comme il avait dit lui-même dans son interview, qu'il va exhumer les dossiers, je crois qu'il faut sévir. L'impunité caractérise beaucoup son régime. Le détournement, ce refrain revient quand même en boucle de temps en temps. Je pense qu'il doit sévir. Pour terminer, il s'est passé quelque chose d'horrible à Mbuji-Mayi ce week-end. Nous avions été fiers ici de diffuser les vidéos du lancement de la vente de maïs à Mbuji-Mayi par le service national qui a ouvert des dépôts là-bas. Un sac de 50 kilos de maïs s'est négocié sur le marché autour de 220 jusqu'à 250 000 francs congolais. Le service national inonde le marché, apporte 6 000 tonnes de maïs, qu'on vend au prix dérisoire de 82 000 francs, par rapport aux commerçants qui vont jusqu'à 250 000. Il y a eu des vidéos qui ont été tournées, de jeunes gens présentés comme membres de la force du progrès, qui ont été instrumentalisés, qui sont allés et ont fait une descente punitive au niveau des dépôts du service national. Pour quelle raison? Il nous semble que le gouverneur qui est là aurait souhaité qu'il soit associé à ce lancement. Question sûrement de se tirer un gain politique. Et comme il n'a pas été associé, il aurait été l'homme qui a instrumentalisé ce jeune pour faire du désordre. Des habitants qui étaient là, au niveau des dépôts, ont été molestés. Un lieutenant de l'armée s'en est sorti grièvement blessé. Des commerçants ont perdu leurs biens, leur argent. Face à la situation, le général Kassongo Kabwika a décidé de fermer ce dépôt. Du moins momentanément. À Mbuji-Mayi, les gens ont faim. Ce maïs produit à Kanyamaka CC sont arrivés à Mbuji-Mayi sur demande, instruction du président. Ce qui ferait croire à certaines personnes que le gouverneur qui est là combat les actions sociales du chef de l'État. Parce que comment expliquer qu'on amène du maïs, qu'on vend au prix dérisoire? C'est un offre de soulagement pour la population qui trouve enfin à manger. Une aubaine. Les gens pouvaient avoir de l'argent, mais le maïs était une denrée rare à Mbuji-Mayi. Mais parce que vous n'avez pas été associé, pour vos intérêts à vous, vous décidez de sacrifier toute une population. Aujourd'hui, auprès des commerçants, je crois jusque demain, si le service national n'ouvre pas ses dépôts, on ne sera pas étonné de voir qu'un sac de 50 kilos de maïs peut atteindre 300 000 francs. Dans une province où les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Je crois qu'il y a des gens qui prétendent être avec le président Tshisekedi, mais qui en réalité font un travail personnel et mènent des initiatives qui combattent le président. Je ne le dis pas parce que nous avons un partenariat avec, ou des entrées avec le général Kassongo Kabwika, mais c'est quelqu'un, s'il faut prendre en termes de qualité, s'il y a eu 3 collaborateurs qui ont aidé le président Tshisekedi. Il en fait partie. Dans son premier mandat. Pas qu'il en fait partie, je crois qu'il est le premier. Il le fait avec dévouement, avec bravoure. Ce qu'il fait aujourd'hui, les gens ne lui en ont pas donné la chance. Il s'est battu. Il en est arrivé là. Aujourd'hui, on est à 6 000 tonnes. Il disait que l'année prochaine, on sera peut-être à 12 voire 18 000 tonnes pour Mbuji-Mayi. Il réalise tout ce qu'il fait. Au Kasaï, les gens ont faim. Qu'on ne se trompe pas. Il réalise tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet.
Ben, il les fait parce que c'est le président qui les lui demande. Il ne fait rien qui vient de sa tête. Enfin, c'est ce qu'il dit. Le président lui demande. Vous avez vu comment à Kinshasa, il a donné des bancs dans les écoles et tout ça. Il fait ce qu'il peut. Là où beaucoup, si vous leur donnez un peu d'argent comme ça, ils vont détourner. Lui, il se bat, produit des résultats. Avec le peu de moyens dont il mérite d'être dispose. soutenu. Parce que dans ce pays, nous célébrons la médiocrité. Nous condamnons au pilori des excellents. Il faut qu'on soutienne le général Kassongo Kabouik. S'il était un de ces politiciens, il aurait sûrement beaucoup détourné. Mais je crois que certaines choses, il faut qu'on les donne à l'armée. Bon, pas tous aussi au sein de l'armée, il y a des brebis galeuses. Mais le peu de temps que j'ai pu l'observer, vous savez que je suis un homme très rationnel, je trouve que ces messieurs méritent le respect de la nation. Il faut vite que ces gouverneurs soient interpellés et que ces dépôts rouvrent pour que ces maïs soient vendus à moins cher. Il faut d'abord que les enquêtes soient menées pour en établir les responsabilités. Après, les gens qui ont fait la descente punitive là-bas sont identifiés. Ils se revendiquent membres de l'UDPS. Donc vous voyez, pour si peu, juste pour un peu d'intérêt, des jeunes peuvent recevoir un peu d'argent, ils vont saccager, torpiller une action du président. Et ce qui est par-dessus tout énervant, c'est que c'est chez lui, dans sa ville. C'est révoltant. Allez, c'est révulsant. Et pour ça, il faut vraiment des sanctions sévères pour que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Merci Jean-Pierre Kayembe Tatou d'avoir accepté de répondre à notre invitation et à nos questions. C'est un honneur. Je finis par dire que je crois en la République. Je crois encore aux valeurs démocratiques. Je demande au peuple, enfin à l'opinion, de continuer à nous regarder, à s'abonner. Nous ne sommes pas irréprochables, c'est vrai. Mais nous fournissons l'effort d'être différents. Nous ne sommes pas motivés par la gloire, le confort. Nous allons continuer à nous battre. Non pas pour rester au milieu du village, mais chercher tout le temps à être du côté de la vérité. Cette saison, il y a de nouvelles émissions que vous aurez à découvrir sur notre antenne. Et de temps en temps, on vous le demande aussi. On a parfois besoin d'argent. On ne vous le dit pas souvent. On a parfois besoin d'argent. Entretenir tout ça, ça a un coût. Les royalties que nous pouvons avoir de YouTube ne suffisent pas pour entretenir, rémunérer les gens et tout ça. On ne vous le dit pas souvent, mais on a besoin de vous. On en a besoin. Merci, Gédéon. Allez, merci de votre attention. Merci à toutes et à tous. Nous vous retrouvons pour d'autres émissions. Restez-nous fidèles et abonnez-vous et activez la cloche de notification. Au revoir.